Pendant que ma fille se battait contre la fièvre en réanimation pédiatrique, le groupe de discussion familiale restait silencieux. Puis, sorti de nulle part, ma mère a envoyé un message: « Ton frère aurait bien besoin de 7 000 € pour sa lune de miel. Toi, tu t'en sors bien, non ?» Je n'ai rien dit. Je l'ai juste bloqué. Le lendemain, mon père a appelé 6 fois. À la 7e, j'ai décroché et j'ai écouté. Il était 3 heures du matin quand j'ai vu les chiffres sur le thermomètre pour la première fois. 40,4 degrés Celsius. Ma fille Léa tremblait, à moitié consciente, murmurant des choses qui n'avaient aucun sens. Je l'ai emmenée aux urgences en catastrophe, pieds nus. Pas de veste, juste un sweat que j'avais enfilé par-dessus mon pyjama. Ils l'ont admise directement en soins intensifs pédiatriques. Je signais des formulaires les mains tremblantes pendant que les infirmières parlaient dans un jargon médical que je n'arrivais pas à assimiler. C'était le début de la pire semaine de ma vie. Je me souviens de l'odeur d'antiseptique, des bips sur des machines, et de la façon dont les médecins évitaient mon regard quand ils expliquaient ce qu'une infection généralisée pouvait faire à une enfant de son âge. J'étais assise près du lit d'hôpital de Léa, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, attendant une amélioration qui venait au compte-gouttes. Les heures se sont transformées en jours flous. Mais ce qui résonnait dans ma tête, c'était le silence. J'avais tout dit à ma famille. Je leur avais envoyé des textos depuis le couloir de l'hôpital. J'avais même posté un message dans le groupe familial sur WhatsApp. Personne n'a répondu, pas même un pouce en l'air. C'étaient les mêmes personnes pour qui j'avais pris des jours de congé quand ils étaient malades. Ceux que j'avais conduits à leur rendez-vous, dépannés financièrement, et pour qui j'avais tout laissé tomber. Quand mon frère a eu des calculs rénaux, je lui ai apporté des smoothies pendant une semaine. Quand ma mère a subi son hystérectomie, j'ai dormi sur son canapé 3 nuits d'affilée pour l'aider avec les repas et les médicaments. Et maintenant, alors que ma fille se battait contre une fièvre qui menaçait de me l'arracher, il ne disait rien. Non, en fait, ce n'est pas vrai. 4 jours après l'admission de Léa en soins intensifs, mon téléphone a vibré. C'était le groupe familial. Je l'ai ouvert si vite que j'en ai fait tomber mon chargeur. Mes yeux se sont rivés sur le nouveau message. Il venait de ma mère. « Salut Chloé. Ton frère aurait bien besoin de 7 000 € pour sa lune de miel. Toi, tu t'en sors bien, non ?» C'était tout. Pas de « Comment va Léa ?» Pas de « On prie pour elle ». Juste une demande d'argent. 7 000 € pour une lune de miel. J'ai fixé l'écran comme s'il était écrit dans une autre langue. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas relu. J'ai laissé le message en « Vu » et j'ai fermé l'application. Puis j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à mes contacts et j'ai appuyé sur « Bloquer ». D'abord maman, puis papa, puis mon frère. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste coupés de ma vie. Le lendemain matin, alors que je donnais des glaçons à Léa à la petite cuillère et que j'écoutais une infirmière expliquer combien de temps la convalescence pourrait prendre, mon téléphone a de nouveau vibré. Appel manqué. Papa. 2 minutes plus tard, un autre, puis un autre. 6 appels manqués avant midi. Au 7e, j'ai décroché. Sa voix était sèche et irritée. Tu te crois meilleur que nous, maintenant ? Je suis restée dans ce couloir, entre les distributeurs automatiques, le téléphone dans une main et l'autre pressé contre ma tempe. Je n'ai rien dit. Tu ignores sérieusement ta propre mère pour un texto ? Tu exagères complètement. C'est ton frère, c'est ta famille. N'oublie pas d'où tu viens. J'ai raccroché. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Il pensait que je finirais par céder. Que je m'adoucirais. Il n'avait pas réalisé que quelque chose en moi s'était brisé. Et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que j'avais des preuves. Au sens propre comme au figuré. Des années à être leur solution de repli, leur contact d'urgence, leur psy gratuite, leur babysitter, leur éponge émotionnelle, tout ça. Et maintenant, il ne me restait plus rien pour eux. Juste le silence. Le même silence qu'il m'avait offert quand Léa ne tenait qu'à un fil.
Et ils étaient sur le point d'apprendre ce que cela signifiait vraiment. Léa s'en est sortie. Il a fallu 9 jours en réanimation, 2 en unité de soins continus, et une semaine complète à la maison avant qu'elle puisse marcher sans tituber. Elle avait perdu du poids, dormait par intermittence et s'accrochait à moi comme si elle pensait que j'allais disparaître si elle me lâchait. Pendant qu'elle guérissait, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas répondu aux 4 nouvelles chaînes de mails de ma mère intitulées « Il faut qu'on parle ». Je n'ai pas répondu à la demande de virement de mon frère pour « juste 3 000 €, si 7 000 c'est trop ». Je n'ai pas lu les messages vocaux de mon père, bien que la transcription de l'un d'eux ait attiré mon attention. Tu ne peux pas abandonner ta famille juste parce que tu es de mauvaise humeur. Je ne l'ai pas effacé. J'ai fait une capture d'écran. Ce qui est drôle quand on prend ses distances, c'est que ça fait paniquer les gens, surtout quand vous étiez leur « oui » permanent. J'avais été la politique de retour pour leurs mauvaises décisions. Quand mon frère avait explosé le plafond de sa carte de crédit avec des crypto-monnaies, j'avais payé les 900 € restants. Quand ma mère s'était fait arnaquer en achetant un faux billet de concert sur le marketplace de Facebook, j'avais appelé le vendeur, je m'étais fait passer pour une avocate et j'avais obtenu son remboursement. J'ai même payé la taxe foncière de mon père une fois parce que la banque faisait des histoires. Il me qualifiait d'altruiste. Il disait que j'étais une bouée de sauvetage. Et maintenant, j'étais la méchante. Déraisonnable. Ils n'ont pas appelé pour demander des nouvelles de Léa. Pas une seule fois. Pas de fleurs, pas de cartes, pas même un coup à la porte, juste de la colère parce que je ne voulais plus les servir. C'est là que j'ai commencé à trier les preuves. Littéralement. Relevé bancaire, email, historique de discussion. J'ai créé un dossier intitulé « Pour le jour où ils prétendront que je n'ai jamais été là ». Pas parce que je comptais l'utiliser, mais parce que je voulais me le rappeler à moi-même. Il y a une chose dangereuse qui se produit quand on grandit en étant utile. On commence à croire que l'utilité est de l'amour. Qu'être nécessaire est la même chose qu'être aimé. Je pensais que si je donnais assez, il me verrait. Maintenant, je savais que c'était faux. Un soir, Léa a demandé pourquoi mamie n'était pas venue la voir. J'ai répondu que mamie était occupée. Elle n'a pas posé d'autres questions. Une semaine plus tard, mes parents ont cessé d'essayer de me contacter directement, mais le message est arrivé d'une autre manière. Une amie commune, Hélène, m'a envoyé une capture d'écran. C'était une publication publique sur le Facebook de ma mère. Certaines filles oublient leur famille dès qu'elles commencent à gagner de l'argent. Je prie pour qu'elles se souviennent de qui les a élevées avant qu'il ne soit trop tard. Les commentaires étaient pleins de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, disant des choses comme « Ah, les enfants de nos jours ». Je n'ai pas commenté. J'ai juste envoyé un lien à mon notaire. Nous avions mis en place une structure financière l'année dernière pour protéger l'avenir de Léa. La semaine suivante, j'y ai transféré mes actifs. Je me suis assuré que personne d'autre qu'elle ne toucherait jamais un centime de ce que je gagnais. J'ai modifié mon testament. J'ai changé mes contacts d'urgence. J'ai tout changé. J'en avais fini d'être leur plan B. Ils ne le savaient juste pas encore. 3 mois ont passé. Léa était de retour à l'école, en bonne santé, riant à nouveau, dessinant des baleines de l'espace et des robots à paillettes comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je n'étais plus la même. Quelque chose en moi avait basculé. J'ai arrêté de regarder mon téléphone dès le matin. J'ai arrêté de me sentir coupable quand j'ignorais un message. Le calme était devenu apaisant. Puis est arrivé le mariage. Le mariage de mon frère, Julien, était prévu pour la fin du printemps. Une destination, bien sûr. Un domaine au bord du lac d'Annecy avec une ambiance rustique chic et un programme pour le week-end qui incluait du paddle yoga. Je ne l'ai su que parce qu'un cousin l'a identifié dans une publication. Je n'étais pas invitée. Non pas que je m'y attendais. Ce qui a attiré mon attention, c'est la cagnotte en ligne. Aidez-nous à réaliser notre lune de miel de rêve. Après avoir tant investi dans notre grand jour, nous demandons à nos amis et à notre famille de participer à un voyage inoubliable à Bali. L'objectif était de 9 000 €. Ils en avaient déjà récolté 4. Ma mère était la plus grande donatrice.
Le nom de mon père y figurait aussi. Et puis je l'ai vu. Un des commentaires: Chloé, tu ferais mieux de participer. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres, ma grande. Une autre cousine. Emoji qui rit inclus. Je n'ai pas répondu. J'ai participé à hauteur d'1 centime. Avec le commentaire: remboursement. Ils l'ont supprimé le lendemain, mais le message était passé. Le matin suivant, mon père a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Mais putain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Il a continué pendant 3 minutes d'affilée. Quelque chose sur le fait que je laissais l'argent détruire la famille. Comment il avait entendu dire que j'avais fait une scène en ligne. Comment maman avait pleuré en voyant ma donation. À quel point c'était embarrassant que les gens demandent pourquoi la grande sœur n'était pas au mariage. Puis est venue la partie qui m'a surprise. Il a dit que maman avait glissé sur une plaque de verglas la veille. Poignet cassé. Elle devait se faire opérer. Ils n'avaient pas les fonds pour le moment. La mutuelle posait problème. Ils espéraient que je pourrais les dépanner un peu. Juste quelques milliers d'euros. J'ai demandé si elle allait bien. Il a répondu: elle ira bien, mais elle est stressée. On est tous stressés. Tu pourrais arranger ça. J'ai dit que j'espérais qu'elle se rétablirait vite. Puis j'ai raccroché. Il lui a fallu 5 minutes pour rappeler. Je l'ai bloqué. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de mon frère. Pas d'objet, une seule ligne. T'es une égoïste. Tu ne mérites pas d'avoir une famille. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardé. C'est là que j'ai pris ma décision. Fini le silence, fini l'éloignement progressif. J'allais m'assurer qu'il n'y aurait aucune confusion sur nos positions. Je n'allais plus être leur fantôme, rôdant en marge de leur vie, endurant silencieusement leur arrogance. Ils avaient oublié qui j'étais avant que je ne devienne utile. Maintenant, ils allaient s'en souvenir. Pas avec des mots. Avec l'absence, avec les conséquences, avec une sorte de froideur qui ne dégèle jamais. C'est à la mi-juillet que la lettre est arrivée. Une vraie enveloppe. Timbre. Mon nom manuscrit sur le devant. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai pensé que ce serait une supplique passive-agressive enrobée d'un verset biblique. Mais elle ne venait pas de mes parents. C'était de ma tante, Karine, la sœur de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle vivait dans le Gers, toujours en dehors des drames familiaux. On s'échangeait des cartes de Noël, parfois des mèmes de Chaparimel. Elle était la discrète lors des réunions de famille, celle qui ne demandait jamais rien. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait d'un court mot, juste quelques lignes. Salut Chloé, je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe par ici. Tu ne le tiens pas de moi. Il y avait un papier plié en dessous. C'était un email imprimé de ma mère. Transféré. Objet: il faut qu'on parle à Chloé. Sérieusement. Le message était long. Un véritable plaidoyer au reste de la famille pour organiser une intervention parce que je ruinais l'avenir de la famille en refusant d'aider alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Elle énumérait des raisons. Elle affirmait que mon frère s'en sortait à peine financièrement, que leur retraite était en péril, que mon comportement était préoccupant. Elle écrivait que j'étais peut-être instable mentalement et suggérait qu'il devrait peut-être envisager une action en justice pour abandon financier. Cette partie m'a fait rire. Puis j'ai vu les pièces jointes, des captures d'écran de mon profil LinkedIn, d'anciens textos où j'avais envoyé de l'argent, organisé des voyages, couvert leurs urgences. Elle avait tout gardé. Non pas pour se souvenir de ma gentillesse, mais pour monter un dossier. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. J'étais curieuse. Parce que je n'avais encore dit ça à personne, mais 1 mois plus tôt, j'avais changé de travail. J'avais discrètement quitté ma grande boîte de tech, rejoint une plus petite start-up, accepté un salaire plus bas, plus d'actions, un rôle moins exposé publiquement. Mon LinkedIn n'était pas à jour, et c'était intentionnel. J'avais aussi déplacé une partie de mon argent. Transféré mon épargne sur des comptes au nom de Léa. Mis en place via des assurances vie dont elle était la bénéficiaire. Plus difficile à tracer, plus difficile à toucher.
Il pensait savoir où était mon argent. Il ne savait rien. J'ai envoyé un texto à Karine. Juste un « merci ». Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Plan de sortie ». Je le construisais depuis des semaines. Un testament révisé. Un bilan financier. Une longue lettre pour Léa pour ses 18 ans. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore fait. Quelque chose de final. J'ai donc ouvert un nouvel email adressé à maman, papa, Julien. Objet, rien. J'ai fait court. Je comprends, maintenant. Je n'ai jamais fait partie de la famille. J'étais juste son financement. Vous avez clairement montré qui vous êtes. Laissez-moi être clair sur qui je suis, maintenant. Vous ne recevrez rien. Ni maintenant, ni jamais. Considérez cela comme permanent. J'ai joint un PDF. C'était ma propre liste. Chaque euro, chaque billet d'avion, chaque service. Chaque nuit où j'étais venue, assise dans un hôpital, où j'avais payé une facture, tenu la main de quelqu'un alors que la mienne tremblait. Je l'ai intitulé « Retour non requis ». Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Et c'est là que j'ai su ce qu'était la vraie paix. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Car 6 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Le message contenait 5 mots. Papa a été arrêté. Appelle-moi. La voix ne m'était pas familière. Et le retournement de situation ne faisait que commencer. J'ai écouté ce message vocal 3 fois. La voix était sèche. Masculine, plus âgée. Certainement pas mon frère, ni mon père. Je n'ai pas rappelé. J'ai attendu. 3 heures plus tard, la nouvelle est arrivée dans ma boîte de réception. Une alerte Google. Le nom de mon père lié à un article de la presse locale, quelque chose à propos d'une enquête pour escroquerie. J'ai cliqué si vite que j'ai failli renverser mon café. Il s'est avéré que mon père dirigeait une fausse entreprise de conseil, encaissant des acomptes de petites entreprises pour des travaux qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire. L'article disait qu'il y avait 6 victimes jusqu'à présent, dont une association caritative. Il avait été arrêté pour escroquerie et fausses déclarations. Ils avaient trouvé de fausses factures, des comptes fictifs, des traces écrites. Il avait utilisé mon nom. Cette partie m'a frappé comme un coup de poing. Il avait prétendu que j'étais son associé. Il m'avait même listé sur la biographie d'une fausse entreprise en tant que directrice financière. Ma vieille photo copiée de LinkedIn. Mes fausses qualifications, embellies. Toutes ces fois où il m'avait demandé comment les choses fonctionnaient dans les startups ou à quoi ressemblaient généralement les contrats, sous le couvert d'une conversation banale. Ce n'était pas de la parlotte. Il construisait sa couverture. Je n'ai appelé personne. Au lieu de cela, j'ai appelé un avocat, un vrai cette fois. Pas pour une succession, mais pour ma défense. Nous avons rédigé une déclaration officielle, déposé une mise en demeure. Puis j'ai envoyé un email à l'association qui l'avait escroqué, j'ai tout expliqué, joint les documents juridiques et leur ai souhaité bonne chance. Je pensais que, peut-être, ce serait la fin. Mais mon frère s'est pointé. Pas au sens figuré, littéralement, à ma porte. Je ne sais pas comment il a trouvé ma nouvelle adresse. Probablement Karine. Elle a toujours de bonnes intentions. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir. Son alliance était toujours à son doigt. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit, ils vont perdre la maison. J'ai cligné des yeux. Ils l'ont mise en garantie, a-t-il poursuivi. Maman ne te l'a pas dit. Papa l'a utilisé pour obtenir un prêt privé l'année dernière. Maintenant, il le réclame. Je suis restée là. Il me fixait comme si j'étais sa dernière carte dans une très mauvaise partie de poker. Je sais qu'on a merdé, a-t-il dit. Mais là, c'est différent. Tu ne vas pas laisser maman se retrouver à la rue. C'était la façon dont il l'a dit. Pas une question, une affirmation. Comme si, bien sûr, j'allais aider. Comme si c'était toujours ce que j'étais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste reculé et j'ai fermé la porte.
Il est resté là quelques secondes. Je l'ai regardé à travers le judas, debout sur mon paillasson, il a regardé autour de lui et a marmonné quelque chose. Puis il est parti. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Elle ne pleurait pas. Elle menaçait. Elle a dit que si je n'aidais pas, elle irait voir la presse, leur dirait que j'étais complice, que je savais pour les combines de papa, que j'étais dans le coup, que j'en avais profité. Elle a même dit qu'elle me poursuivrait en justice pour préjudice moral. C'était la chose la plus désespérée que j'ai jamais entendue. Alors, j'ai fait quelque chose de froid. Je lui ai envoyé les coordonnées de mon avocat et une capture d'écran de la structure protégeant mes biens. Puis, j'ai écrit 2 mots, bonne chance. Il lui a fallu 2 heures pour me répondre par email. Tout en majuscules, des paragraphes de rage, d'accusation, une citation biblique sur le pardon. Je l'ai archivé et je suis allée voir Léa, qui construisait un fort en coussin dans le salon. Elle a levé les yeux et a souri. La famille que j'avais choisie, la seule qui comptait. Et la tempête que j'avais laissée derrière moi finissait par s'éteindre d'elle-même. Il ne restait plus qu'une chose. Le moment où il réaliserait que ce n'était pas un exil. C'était une extinction. L'avis de saisie immobilière est apparu dans les registres publics 2 semaines plus tard. Je ne l'ai pas cherché. Quelqu'un du groupe de l'église de Karine m'a envoyé un lien. La maison de mes parents, un pavillon de 3 chambres avec un bardage gris, celle où j'ai grandi, allait être vendue aux enchères dans 21 jours. Elle était dans la famille depuis 1992. Il la perdait, et je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste rien. Comme une porte qui se ferme enfin dans une maison que je ne visitais plus, avec des gens que je ne reconnaissais plus. Léa avait un après-midi jeu chez une amie ce jour-là. Je l'ai conduite à l'autre bout de la ville, je l'ai déposée, et je suis restée assise dans la voiture quelques minutes, faisant défiler de vieilles photos. Pas de mes parents, mais de ma fille dans cette maison, préparant des biscuits avec sa grand-mère, glissant le long de l'escalier dans un sac de couchage, apprenant à faire du vélo dans l'allée pendant que papa tenait la selle. Mais c'étaient des illusions, des versions de personnes que j'avais inventées dans ma tête. Parce que la vérité, c'est que quand les choses devenaient difficiles, quand la panique s'installait, leur première pensée n'était pas pour la famille. C'était de savoir qui pouvait être utilisé. Et quand j'ai cessé d'être utile, ils m'ont montré ce que j'étais vraiment pour eux. Je n'avais plus eu de nouvelles d'eux depuis les menaces. Pas même après que mon avocat a envoyé une dernière mise en demeure détaillant chaque fausse accusation, chaque faux document commercial, chaque mesure légale que j'étais prête à prendre s'il ne faisait que prononcer mon nom publiquement à nouveau. Ils sont restés silencieux. Jusqu'à un soir. Léa dormait déjà, et j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une photo de ma chambre d'enfant. Pas de légende, pas de contexte, juste le parquet et la lumière du soleil entrant par des rideaux que je n'avais pas vus depuis des années. Il ne fallait pas être un génie pour deviner qui l'avait envoyé. Quelques heures plus tard, un autre message d'un numéro différent, probablement un téléphone prépayé. J'espère que ça en valait la peine. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. La vente aux enchères a eu lieu. Papa a été condamné 6 mois plus tard. 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et un dédommagement aux victimes. Sa photo d'identité judiciaire a été en ligne pendant un certain temps. Maman a emménagé chez une cousine en Normandie. Julien et sa femme ont déposé le bilan et ont divorcé discrètement. La lune de miel pour laquelle il avait fait une cagnotte n'a jamais eu lieu. Le groupe de discussion familiale est silencieux depuis le printemps. Karine et moi nous parlons encore parfois. Elle envoie des cartes postales à Léa. Nous restons sur des sujets légers. Je n'ai jamais tout raconté à ma fille. Juste assez pour qu'elle sache que toutes les familles ne sont pas éternelles. Que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand vous arrêtez de faire des choses pour eux. Que l'on peut pardonner sans rouvrir la porte. Elle va très bien maintenant. Sa fièvre n'est jamais revenue. Elle apprend le piano, s'intéresse à l'astronomie. Elle veut être une inventrice qui construit des machines pour aider les enfants malades. Je lui ai dit que je pensais qu'elle en avait déjà sauvé une. Nous vivons simplement, juste nous deux. Des matins calmes, des dîners chaleureux,
Une maison remplie de douceur et sans aucune attente de remboursement. Et dans ce silence où vivaient autrefois mes parents, il n'y a plus de colère.